tous. Bonjour Monsieur Garot. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un sujet très inquiétant pour le futur de l'Europe. En l'occurrence, il s'agit des camps de Moria, où il y avait lieu le 9 septembre un gigantesque incendie qui a détruit presque entièrement le plus grand camp de réfugiés en Europe. Selon vous, quel impact pourrait avoir cette situation sur les pays européens comme la France, l'Espagne, l'Italie ? On a vu effectivement la suite qui a été annoncée par notamment Mme Merkel et M. Macron, qui indique très clairement qu'il va falloir du coup répartir, je dirais, ces migrants. Cela va dans le droit fil donc de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent de cette politique immigrationniste. En l'occurrence, pour revenir quelques instants sur les faits, d'après le gouvernement grec, ce sont des migrants eux-mêmes qui ont mis le feu pour exercer une sorte de chantage afin justement de pouvoir donc partir de ces camps. Alors on comprend pourquoi, parce qu'effectivement ils sont surpeuplés. À tout prix, partir en Europe. Exactement, ils sont surpeuplés, ils sont moins surpeuplés si je puis dire qu'avant, mais ils le sont, c'est clair. Mais surtout cette pression exercée par des gens qui mettent le feu quand même à un camp, c'est d'autant plus inquiétant qu'ensuite ces gens-là vont se retrouver dans les pays européens. Et nous savons par ailleurs effectivement que au-delà de cette situation humanitaire qui n'est en fait pas du tout réglée par l'Union européenne, dont on sait d'ailleurs pertinemment que la Turquie est derrière l'aggravation de tout cela, puisque la Turquie, à qui nous donnons des milliards par an, finalement ne respecte pas ses engagements. Voire revendique encore plus. Exactement. Et donc du coup, on se trouve dans une situation qui est évidemment très explosive parce qu'elle n'est pas réglée. Et la seule façon de régler cette situation est de répartir d'une façon automatique les migrants dans les pays européens. Et d'autant plus des gens qui, manifestement, sont prêts à mettre le feu et à commettre de nombreuses infractions. Donc il y a là un problème majeur qui n'est pas du tout réglé par l'Union européenne. On attend, et finalement la seule solution c'est répartition. Madame Merkel l'a dit, et d'autant plus d'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'elle ne parle finalement dans son discours que de mineurs. 400 mineurs réfugiés, elle veut répartir voilà. dans les États membres. Sauf que ces mineurs, nous savons ce qui se passe avec ces mineurs dits isolés. D'après un dernier rapport parlementaire du Sénat français, ces mineurs, à 60%, ils sont majeurs. Ou ils vont devenir rapidement majeurs. Voilà. Si éventuellement et on est complètement démunis au niveau juridique pour traiter, je dirais, de toutes les infractions, délits et crimes qui sont commis finalement par des mineurs, par des soi-disant mineurs isolés, parce que les règles juridiques, évidemment, sont très limitées par rapport à ce genre de faits. Justement, avec cette vague d'immigrés, nous avons de plus en plus ce sentiment d'insécurité. C'est un sentiment qui est de plus en plus visible, notamment en France. Et nous parlons dans le débat public de la notion d'ensauvagement de la société, qui crée justement ce sentiment d'insécurité. Mais selon le ministre de la Justice française, M. Dupond-Moretti, le sentiment d'insécurité est un fantasme. Oui, alors là, écoutez, sentiment d'insécurité quand on voit malheureusement tout ce qui se passe en France et ailleurs, parler quand on est ministre en charge de la justice française, c'est-à-dire de ce qui va permettre de sécuriser les Français, de protéger les Français, puisque l'action policière c'est évidemment très important, mais l'action policière n'a d'effet que s'il y a une action judiciaire qui ensuite prend le relais. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la chaîne pénale. Il faut que les auteurs d'infractions soient réprimés à la hauteur de la gravité des actes. C'est ça qui doit normalement être la justice, et notamment la justice en France. La réalité, c'est que nous avons un ministre de la Justice maintenant qui nie la réalité des faits. Tout comme d'ailleurs le président de la République, qui parle de Kama Sutra, de l'ensauvagement. Enfin, c'est ridicule. D'un ministre de la Justice qui parle effectivement d'un sentiment d'insécurité, alors que nous avons des drames affreux qui se passent en France, et que même les statistiques nous montrent qu'il y a une augmentation très sensible des violences gratuites, des violences donc aux forces de l'ordre, etc. Donc c'est
Et nous avons en même temps, mais ça c'est le propre de la politique macronienne, nous avons en même temps un ministre intérieur qui virevolte et qui essaye de donner plus de sécurité, ou du moins de donner l'apparence d'une sécurité. Donc c'est vraiment un attelage, si je puis dire, totalement iconoclaste qui se fait au détriment de la sécurité des Français. Non, le ministre de la Justice actuel, il date, si je puis dire aussi, des années 80, du début du socialisme, avec une philosophie, une idéologie qui est celle de la culture de l'excuse. C'est la société qui crée le criminel, parce que c'est la faute à la société. Et bien sûr, il n'y a pas lieu d'enfermer. Si on veut réinsérer, il faut laisser les gens dehors, etc. En fait, tout ce qui n'a pas marché pendant 40 ans, M. Dupond-Moretti est en train de le remettre sur la table. C'est incroyable. Le dernier sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le procès historique de Charlie Hebdo. Donc, c'était un attentat terroriste à Charlie Hebdo, à Montrouge et à Hyper Cacher. Donc, ce procès a commencé le 2 septembre, 5 ans plus tard, devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Que pouvons-nous attendre de ce procès hors norme et surtout, que peuvent attendre quelques survivants et des proches des victimes de ce procès? Je crois d'abord et avant tout que ce procès est indispensable, bien sûr, pour les victimes et leurs familles, puisque nous savons qu'elles sont très nombreuses et elles attendent depuis très longtemps, en réalité, que la justice réponde à leur attente, en quelque sorte, même si on sait bien que dans des affaires comme celle-là, elles sont tellement dramatiques que jamais on ne pourra revenir en arrière, naturellement. Ceci étant dit, moi, il y a plusieurs choses qui me frappent par rapport à cela. Et notamment en tant que magistrat que je suis, puisque j'ai exercé quand même pendant près de 30 ans la justice, et dans différentes fonctions, je trouve quand même inconcevable qu'on arrive à un procès si longtemps après les faits, avec par exemple des gens, là les auteurs principaux sont morts, on le sait, des complices, qui sont jugés, 14 qui sont jugés. 14 personnes. 14, dont 3 d'ailleurs qui le seront par contumace parce qu'ils sont repartis en Syrie. Exactement. Des gens qui finalement sont considérés jusqu'à leur condamnation comme des présumés innocents. Si vous voulez, si on avait arrêté des gens, si on avait arrêté les auteurs, Kalachnikov fumant en main, ils auraient eu un statut jusqu'à aujourd'hui de présumés innocents. Ce qui induit un certain nombre de règles juridiques, ce qui induit un certain nombre de choses. Je trouve que ce système ne va pas du tout. C'est un exemple, si vous voulez. Je trouve, et ça rejoint pas mal de mes préoccupations en matière de lutte contre le terrorisme, puisque vous savez que je suis un peu à l'origine de la création du procureur national antiterroriste. Je pense qu'il faut des procédures spéciales, rapides. Le délinquant, le terroriste n'est pas un délinquant comme un autre. Le terroriste, il ne cherche pas une satisfaction personnelle, un bien-être personnel par l'infraction qu'il commet. Non, il veut tuer le système dans lequel il vit, il veut tuer vraiment la démocratie. Ce n'est pas la même échelle, ce n'est pas la même dimension. Or, les règles de droit commun sont les mêmes règles pour les délinquants de droit commun et pour donc les terroristes. Ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez, il faut une réforme globale, y compris de cela, une réforme qui dise très clairement les choses. Nous sommes face à des infractions exceptionnelles, il faut un droit exceptionnel. Alors évidemment, ça fait bondir des gens. Et des procédures surtout accélérées. Et des procédures accélérées et des procédures spéciales pour faire en sorte que les victimes, notamment, obtiennent la satisfaction le plus tôt possible, mais surtout pour être beaucoup plus efficaces aussi, et pour être, en termes d'efficacité, pour faire en sorte qu'on puisse prévenir que la justice soit la courroie indispensable à la lutte contre ce terrorisme et qu'on puisse ainsi avoir, si vous voulez, dans le même espace, je dirais, justice-police, des actions communes, préventives, pour éviter évidemment d'en faire se peu de tels drames. Je refuse la fatalité de vivre avec le terrorisme. Voilà. On doit effectivement réagir par rapport à cela. Le terme « ensauvagement » date de 2013. C'est Marine Le Pen qui l'avait sorti en premier. Alors maintenant, tout le monde en parle. Bon, il faut quand même avoir tort parce qu'on a eu raison trop tôt. C'est un peu difficile, excusez-moi, à avaler. Comme toujours, c'était très intéressant de parler avec vous. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. À bientôt.